écoutez, bienvenue pour cette deuxième édition du Online Meetup DevApps. Juste, je t'interromps avant juste que bah, tu commences. tu me dis, vas-y, tu m'interromps tout de suite. Tu voulais pas enregistrer? Non, c'est fait, mon déjà Oui, fait. ça y est, mais j'aurais. Ah, c'est impressionnant. C'est peut-être pas coché une case de chat, mais. Vas-y, continue, je vais t'interrompre encore une fois. Voilà. Donc on est toujours comme la semaine dernière, puisque a priori ça a bien marché. Donc on fait ça en trois parties. Une première partie qui expose une ou deux problématiques que quelqu'un peut avoir et aimerait discuter un petit peu avec tout le monde, savoir s'ils ont des idées ou des solutions ou ce genre de choses. Ensuite, on va avoir David qui va nous faire une petite présentation de PWA. Et ensuite, la partie un petit peu open bar où on peut discuter librement de ce qu'on veut. Et on avait prévu de faire un sujet à propos de UWP, de son avenir. Donc voilà. Donc pour la première partie, moi j'ai une problématique qui est relativement simple, hein, entre guillemets. Il y a 5 ans, j'avais fait un programme pour Microsoft pour faire un petit peu de la publicité pour Azure. Et on avait fait une application, donc c'était pour DXFrance à l'époque, où on avait une application web qui utilisait la caméra, la caméra de l'ordinateur et qui détectait dès qu'il y avait un mouvement d'une personne ou un mouvement d'une voiture ou ce genre de choses dans l'objectif de la caméra. Et ça uploadait le fichier automatiquement dans un blob sur Azure. Et ensuite, on avait une application web Azure traditionnelle, une web app qui permettait de voir ces images qui étaient détectées. Donc tout ça fonctionne bien. Là maintenant, je voudrais aller un petit peu plus loin, et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais détecter quelqu'un, je veux pouvoir le taguer, dire cette personne, c'est Richard, cette personne, c'est ma femme, cette personne, c'est mon chien, et au fur et à mesure lui faire apprendre les différentes personnes pour que petit à petit, au bout de 2-3 jours, Richard, j'ai plus besoin de dire que c'est Richard, mais il va me dire Richard est là, mon chien est là ou ma femme est là, j'ai pas besoin de te prévenir. Par contre, là, il y a quelqu'un qui arrive, je sais pas qui c'est. Donc voilà un petit peu la problématique. Alors, j'ai peut-être l'idée d'utiliser Cognitive Services d'Azure. Mais oui, j'ai pas le choix. Mais j'ai regardé rapidement et pour l'instant, j'ai pas trop d'idées dans ce domaine-là. Alors, est-ce que vous avez des idées? Non. Je peux participer ou comment ça se passe? C'est que par chat? Oui. Ouais, vas-y. Donc, si j'ai bien compris, tu veux pouvoir reconnaître les gens, c'est ça? Donc, effectivement, il y a des services dans Cognitive Services où tu peux l'entraîner à reconnaître. Et tu veux que ce soit sur une web app? Après, tout le système, entre guillemets, de web app pour vérifier, pour aller voir qui c'est, etc., c'est pas vraiment le sujet, c'est plus au sein de Cognitive Services, parce que j'ai vu qu'il y avait des services du genre reconnaître une célébrité ou ce genre de choses. C'est plus comment lui faire apprendre que c'est telle personne, quoi. C'est vrai que moi, je me souviens que j'avais vu qu'il y avait des célébrités, je voulais faire la même chose. Et je me demandais comment entraîner, parce qu'il y a un modèle de Custom Vision où tu peux entraîner on l'avait utilisé, nous, pour reconnaître des pièces dans l'industrie automobile. On avait essayé d'entraîner le modèle avec des pièces 3D. Mais je ne sais pas si ça fonctionnerait sur des visages, quoi, s'il serait capable de taguer, reconnaître une personne particulière. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'essaye de faire plutôt le tout possible côté client. Donc, je regarde plutôt des trucs genre TensorFlow ou des trucs en WebAssembly qui font le café. Mais de toute façon, faut entraîner un modèle avec la tête de ton chien. Non, parce que ça doit être très précis au niveau de la caméra. Je veux dire, là, il faut vraiment que tu vises quelque chose de bien. Une personne, une petite grosse face à un grand mince, ok, je veux bien. Mais là, c'est au niveau du visage, quoi.
Au niveau du visage, il y a des services qui permettent de détecter ça. Et il faudrait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du MIC qui se trouve ici, mais je sais bien qu'en Belgique, donc au MIC Mons, en Belgique, il y a, je crois, 2-3 ans, il y avait des étudiants qui avaient fait un travail de fin d'études là-dessus. Et ils avaient, donc ils avaient une sorte de tablette. Quand tu arrivais, la première fois, tu te fais authentifier, mais à partir de là, il allait rechercher les infos, notamment sur Facebook, LinkedIn, etc. Donc toute une série de services comme ça, donc via les API, pour récupérer ce qui est public évidemment, mais de donner des infos et de pouvoir ensuite te détecter. Et ça marchait assez bien. Quand tu revenais la fois d'après, il te disait bonjour machin, quoi. Il te retrouvait sans trop de difficultés. Après, je ne sais pas exactement quel type de service ils ont utilisé. En général, c'est lié à des services Azure, mais je ne sais pas exactement. Parce que moi, bon, là, en gros, je vais copier ce que fait Netatmo. Là, moi, j'ai une caméra Netatmo de détection. Et donc, je vois bien, au début, il a eu du mal à reconnaître ma femme. Et puis, au bout d'une dizaine de reconnaissances, comme moi, il l'a retrouvé, quoi. Il l'a reconnu. Et là, maintenant, ça devient vraiment bluffant parce que quel que soit, je veux dire, l'éclairage, s'il y a une coiffure différente ou un casque ou un chapeau ou ce genre de choses, il reconnaît assez bien, quoi. Donc le modèle de reconnaissance est sympa, quoi. Et tu as regardé Cognitive Services avec la partie face detection et comment ils appellent ça, verification. Normalement, si tu donnes deux images de la même personne, il te donne un taux de confidence assez élevé. Si le taux de confidence est assez élevé, tu peux en conclure a priori que c'est la même personne. Et là, tu peux l'entraîner, c'est-à-dire lui renvoyer d'autres images. C'est même encore plus simple parce que tu lui donnes juste l'image d'origine en fait, et il va te dire le taux avec je pense que c'est moins efficace par exemple qu'un Windows Hello ou un truc comme ça, parce que entraîner avec un modèle, ça va permettre effectivement d'être plus fiable pour reconnaître rapidement et de manière précise quelqu'un qui se pointerait. Là, l'API, ce qu'elle te donne, c'est que tu lui donnes une image de base. Et elle va te donner une autre image et elle va te donner le résultat. Le problème, c'est que toi, tu le fais dans un stream vidéo. Donc, je pense qu'il faut extraire les... Non, parce que j'extrais la trame. Ok. Et maintenant, Windows Hello, je ne sais pas. Je ne sais pas si Windows Hello est ouvert et une API est ouverte. Je ne crois pas, malheureusement, non. Mais sinon, comme tu dis, David, effectivement, peut-être si tu as deux images et que tu en as une qui est certifiée pour dire ça, c'est l'image de ma femme, ou de ta femme, ben, peut-être que ça marchera, quoi. Oui, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir l'entraîner, quoi. Pardon ? C'est pouvoir l'entraîner, c'est-à-dire que je lui donne une première image de ma femme et puis le jour suivant, il détecte quelqu'un, il me dit je sais pas qui c'est. Et là, je lui dis, c'est ma femme, et ça va enrichir sa base de données, et ça va améliorer sa reconnaissance, quoi. Pour qu'au fur et à mesure... En fait, tu veux que... Les critères de détection pour dire une personne, quand elle arrive, et dire c'est la même personne, ben, les critères ne changent pas d'une personne à l'autre. Je veux dire, c'est, je sais pas, l'écartement entre les yeux, ou la taille des yeux, la taille, je sais pas, des oreilles, des cheveux, je sais pas quoi. Donc, souvent, c'est des critères qui ne devraient pas changer. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de l'entraîner, je sais pas. Il n'y avait pas eu un exemple lors d'un Microsoft Experience avec la prise de toute la vidéo 2017. En 2017, c'est ça, oui, sur toutes les vidéos d'une série, je ne sais plus laquelle, une américaine, et ils avaient été coupés par rapport à chaque normalement, je l'ai géré. Ouais, c'est Pierre qui avait fait ça avec vidéo indexeur. Quelqu'un qui a coupé son micro ou qui participe. Oui. C'était vidéo indexeur, je pense. Le lien expiré oui, l'expiration du lien magique. Quelqu'un peut le muter, s'il vous plaît? Je viens de le muter. Mais c'était peut-être intéressant, le lien magique. Peut-être le lien magique, ça donnait la solution au problème de Richard. On ne sait pas. On ne saura jamais. Donc c'était vidéo indexeur. Donc vous parliez, qui était capable de reconnaître effectivement les acteurs et puis les retrouver au fur et à mesure. C'est une bonne piste aussi, effectivement. Ouais. Bon. Et tu as déjà fait plusieurs essais, Richard? Tu as déjà regardé ou...
Ah non, j'ai eu ça comme idée ce week-end, là, puis je me suis dit, tiens, j'ai eu la grosse flemme de rechercher. Donc, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui avait déjà fait quelque chose dans ce genre-là, quoi. Il y a forcément plein de gens qui ont dû le faire, effectivement, mais je pense qu'il y a plein de manières différentes de le faire, quoi. Moi, j'ai tendance à être feignant avec l'IA, d'une part parce que je suis naturellement feignant et d'autre part parce que je suis une tanche pour aller plus bas sur faire du vrai deep learning, machine learning. Et j'utilise souvent les couches les plus hautes, cognitive services. Donc, j'avais regardé effectivement cette partie face recognition, mais juste la partie que je t'ai envoyée dans le lien, là, je ne sais pas si tu as vu, où tu donnes une image de référence et moi, ça me suffisait. Sachant que Bing l'utilise aussi, tu peux retrouver des images. Moi, j'ai retrouvé, ça marche bien parce que je l'avais utilisé avec ma chérie. Parce que il y a un photographe qui l'avait pris en photo quand il était dans son pays et qui avait dit c'est gratos pour toi, mais je ne ferai pas de business avec. Et grâce à l'API de Bing qui utilise Cognitive Services et celle de Google aussi que j'ai utilisée, j'avais retrouvé plein d'images qui avaient été indexées par les moteurs de recherche et en donnant juste une image de référence, quoi. Ça avait assez bien fonctionné. Et parce qu'au début, je voulais vraiment entraîner comme toi un modèle en me disant si je donne plein d'images à ma chérie, il aurait forcément, ça sera plus précis pour la reconnaissance, mais juste avec une image, j'avais déjà trouvé pas mal de trucs. Donc, tu pourrais commencer par ça et puis dans un deuxième temps, essayer de rendre le truc encore plus évolué, quoi. D'accord. Oui, parce que je pense que les API de Cognitive Services dont tu parles, qui sont dans Azure, elles te donnent ce genre d'infos de comparer, mais elles te donnent aussi plein d'autres infos. Est-ce que la personne est contente contente, pas contente. Oui, je m'en fous que mon chien soit content. Hein. Ah, mais pour ta femme, ça peut être intéressant. À ce point, tu reconnais que ta femme, elle n'a pas l'air contente, tu vas peut-être faire profil bas au moment où ouvrir la porte. C'est ça, où tu peux automatiquement bloquer la porte pour qu'elle ne puisse pas rentrer tant qu'elle n'est pas contente. Voilà. Ou tant que... C'est une simple boucle, hein. Do while, c'est bon. Hein. Si elle est au courant, elle va vite être contente. Hein. Bon, il faut peut-être mettre plusieurs caméras parce qu'après la première porte, elle risque peut-être de ne pas être contente non plus. Donc ça fait beaucoup. Bon, je vais regarder tout ça, puis je vous dirai la prochaine fois. Moi, j'avais encore une deuxième petite question, très rapide. Est-ce qu'il y en vraiment très rapide, est-ce qu'il y en a qui ont déjà connecté leur application avec un AS400 Et un Auric Auric 400 avec T'as retrouvé des vieilles disquettes ou quoi Non. Qu'est-ce que tu appelles Richard, oui. J'ai fait. Si tu as une DB, moi j'ai déjà fait, mais il y a longtemps, une connexion sur les DB des S400. C'est quoi? C'est DB2, c'est ça, je pense? Ouais, c'est DB2, ouais. Mais à part ça, la marche, oui. C'est une très mauvaise idée, hein. Oui, mais j'ai pas le choix là. Et connecté, il y a quelqu'un qui a dit oui, non? J'ai cru entendre. Patrice Lamarche, apparemment. Ah. Ouais, dans ma précédente boîte, ils utilisent toujours AS400. Et donc, toutes les applications web vont se connecter direct à l'AS400 avec un provider ADO.NET qui est fourni par IBM. Donc, il faut se connecter avec, je ne sais plus si c'est disponible en libre accès ou s'il faut se connecter avec un contrat support sur le site d'IBM pour télécharger leur driver et tu peux te connecter directement dessus. Ouais, alors nous, si tu veux, on était en version 6 de DB2 il y a pas longtemps, où là, on avait effectivement un connecteur ADO.NET. Et là, on voudrait passer là, ils sont passés en version 7, donc ça marche toujours, donc tout va bien. Mais on voudrait passer en .NET Core. Ils ont créé effectivement aussi un driver .NET Core. Tout à fait. On a des gros problèmes gros problèmes de connexion, plutôt des problèmes de licence. Oui, tout à fait. Parce que leur provider .NET, tu pouvais l'avoir de manière gratuite, ce qui n'est pas le cas du provider ADO.NET pour .NET Core. Ouais. Il faut contacter. J'avais passé plein de temps avec IBM par rapport à ça, pour au final se rendre compte que les licences qu'on utilisait pour nos providers ADO.NET n'étaient pas les bonnes et qu'il fallait payer X milliers d'euros pour pouvoir se connecter avec ADO.NET Core. Donc voilà, on avait laissé tomber pour le moment. Ouais, et depuis que j'ai quitté la boîte, je ne sais pas plus. Ouais. Il nous parle de 14 000 euros. Là. Ouais, ça coûte une blinde. Ouais. Et c'est plus du tout la même politique de licence par rapport à .NET classique. Ouais, ça, je te confirme. Il y en a qui utilisaient directement les sockets. Une connexion TCP. Bon.
Bon, bref. Eux, ils le justifient dans le sens où, en fait, tu as deux types de providers ADO.NET pour AS400. Tu en as un qui est censé être desktop et tu en as un qui est censé être web avec une gestion de pool de connexion qui est beaucoup plus avancée. Alors, en quoi, j'en sais rien. Mais ils justifiaient comme ça. Ok. Bon, bah, merci. Bah, écoutez, on va peut-être passer à la deuxième partie. David, je vais te laisser la main. Peut-être te présenter rapidement. Enfin, je pense qu'il y a la majorité des gens qui te connaissent. Et tu dois nous parler des applications PWA. Oui, bah merci. Donc, moi, moi, je travaille donc à Microsoft pour les Américains, mais en étant basé en France. Je suis ce qu'on appelle Program Manager et je travaille dans la division. Je remarque, je vais partager mon écran. J'ai un slide ça permettra de voir que ça marche. Dites-moi quand vous voyez. C'est bon pour moi. C'est bon pour vous. Ok, donc je travaille dans la division Windows plus Devices, donc on a recréé une division Windows après l'avoir détruite. Et donc notre chef c'est Panos, le papa de Surface. Donc je travaille dans une division qui est PAX où on s'occupe de gérer des projets open source comme PWA Builder ou d'autres, et aussi de travailler avec les partenaires et moi essentiellement sur les PWA et les nouveaux devices, donc tout ce qui est Neo, Duo, etc. Donc, je voulais vous parler de PWA parce que c'est un axe très fort en ce moment chez nous pour les nouveaux devices, mais pas que. Et revenir sur ce que c'est une PWA déjà. Peut-être passer en plein écran. C'est mieux comme ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une PWA, pourtant, on saoule tout le monde en termes marketing en ce moment. C'est que vous avez réussi à passer à travers les mailles du filet. Tout d'abord, c'est-à-dire Progressive Web Application. Donc, c'est une web app avant tout. Souvent, les gens pensent qu'une PWA, c'est une espèce de truc nouveau, magique, où c'est complètement différent de ce qu'il y avait avant. Non, en fait, vous commencez par une web app et vous allez progressivement l'améliorer pour que ça soit quelque chose, on va dire, qui atteigne un certain niveau de qualité. Et c'est là où c'est pas très clair. C'est des gens avec qui je travaille chez Google qui ont créé ce terme-là. Ils n'ont pas défini vraiment des critères très précis pour dire je peux revendiquer être une PWA. Mais en gros, il faut que ça soit une application responsive. Donc, normalement, ça fait un moment que vous faites des sites web responsives et qui donne une expérience la plus proche possible du natif. Pour cela, en fait, il y a pas mal de nouvelles technologies qui sont disponibles dans les derniers navigateurs. Et également, on peut installer l'application. Installer dans le sens, on va le voir, où vous pouvez pouvoir l'épingler. Elle va pouvoir fonctionner offline grâce à un ensemble de nouveaux services. Pour vraiment proposer une expérience proche de ce que vous allez faire quand vous allez télécharger une application d'un store sur un Android ou sur un PC. Et on va essayer de répliquer cette approche-là avec les Progressive Web Apps sans forcément passer par un store pour une PWA. Donc, ça marche sur toutes les plateformes classiques, que ce soit Chrome OS, Android, Windows, Apple, avec les différents navigateurs qui sont supportés par Mac. iOS supporte aussi PWA moins bien que les autres. C'est un peu le souci qui nous pose pas mal de problèmes en ce moment. Firefox le supporte très bien. Et côté Windows, ça marche sur l'ensemble de nos gammes de produits. Alors, pour revendiquer être le minimum PWA, il y a 3 choses importantes à avoir. C'est obligatoirement, vous devez être servi par un canal sécurisé, donc SSL sur HTTPS. Voilà, mais comme beaucoup de features web ces derniers temps, accès à la caméra, plein de trucs comme ça, maintenant, il faut être forcément en HTTPS. Il faut un manifeste qui va expliquer comment doit se comporter votre application lorsqu'on va l'installer, mais pas que. Et le service worker, qui est vraiment l'élément clé d'une PWA. Donc, un manifeste, c'est aussi chiant que n'importe quel autre manifeste, c'est du JSON. Voilà. Donc, vous allez déclarer le nom de votre application, la langue que vous supportez, les différentes icônes, là où vous souhaitez démarrer l'application. Ça peut être pas mal, par contre, c'est qu'on peut se préciser l'orientation. Donc, pour les jeux, par exemple, moi, des fois, quand je fais des PWA, je force le mode portrait. Et vous pouvez aussi indiquer si vous voulez ou pas afficher l'URL du navigateur. Donc, si vous voulez vraiment avoir le look d'une application, il vaut mieux l'enlever. Et un ensemble d'autres trucs comme le splash screen, comme une application en fait que vous mettriez, une application UWP pour ceux qui se connaissent dans le store. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Donc j'ai une démo, si vous pouvez, c'est un jeu que j'ai déjà partagé, si vous voulez le tester sur votre téléphone ou
ou sur votre machine, c'est ak.ms/apples, donc au pluriel, crusher, donc détruire des pommes. C'est un jeu que j'avais fait pour me marrer pendant un hackathon. Et il y a un message dans le titre? Non, pas du tout. Surtout que bon, moi j'ai un Apple, j'ai un iPhone, je suis très content de mon iPhone. Et c'est juste que pendant un hackathon, il y a une jeune fille qui voulait afficher une pomme qui venait vers elle en VR et on devait la couper avec un bâton. Et j'ai transformé le bâton forcément en sabre laser. Et ensuite, on peut détruire les pommes avec aussi un pistolet banane quand on est en VR. Donc c'est un jeu très très con. Par contre, ça supporte le touch, la souris, le stylet, etc. J'ai essayé de faire une app qui tourne sur l'ensemble des plateformes que Microsoft supporte et d'autres d'ailleurs. Et en fait, ce que je veux surtout vous montrer, c'est j'ai une petite vidéo. Je ne sais pas comment ça va passer dans Teams, mais normalement pas trop mal. Donc vous voyez en bas, lorsque Chrome sur mon Android détecte que j'ai un manifeste valide, il va me proposer de l'installer sur le home screen. Donc c'est ça ce qu'on appelle la phase d'installation aujourd'hui. Il va me rediriger sur la home. Donc je vais avoir une nouvelle icône qui me permet finalement de plus faire la différence entre une application native et une version web. Et quand je le lance, j'ai un splash screen, mon loader, et surtout, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai forcé dans le cas de mon jeu le fait de fonctionner dans une orientation de type portrait. Donc ce qui est assez pratique parce que là, c'est très spécifique au jeu, mais souvent les jeux, je ne sais pas si vous avez déjà vu en version web app, quand ils veulent que vous fonctionnez plutôt en landscape, avec une media queries, en fait, ils vont vous dire, ils vont vous afficher un truc en disant, s'il te plaît, tourne dans l'autre sens avant de pouvoir le jeu. En fait, ils vont cacher le canvas du jeu pour forcer à faire ce truc-là. Là, on peut forcer directement en fait l'exécution de sa PWA en mode portrait. Donc, c'est une des features disponibles avec la PWA. Mais c'est pas le truc. Le manifeste, on est en train de rajouter plein de trucs dedans en ce moment, comme le support des jump lists. Je sais pas si vous savez ce que c'est, le jump list, mais c'est quand je fais bouton droit ici, pouvoir avoir accès ici à des accès directs, les derniers trucs que j'ai fait ou des actions particulières. Donc là, on est en train de travailler avec le W3C pour que ça arrive lorsque vous installez une PWA. Ça sera aussi précisé dans le manifeste. Et on réfléchit à plein d'autres trucs à mettre dans le manifeste. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement ça. Pour le support de l'offline, ça se passe avec le service worker. Donc, si vous n'avez pas de service worker, si vous n'avez pas de réseau, votre web app, elle ne fonctionne pas bien. Donc, le service worker, le but du jeu, c'est de mettre un proxy entre le front et votre serveur. Et en fait, il va pouvoir récupérer toutes les requêtes fetch qui sont effectuées. Et c'est à vous de décider le type de stratégie que vous voulez mettre en place pour l'offline. Est-ce que vous voulez juste servir des pages que vous auriez déjà téléchargées lors d'une première connexion? Est-ce que vous voulez d'abord, lors de la première connexion au site, tout cacher pour que si jamais vous avez une perte de connexion, fournir directement le cache? Est-ce que vous voulez donner une page offline en disant ce site ne marche pas sans connexion? Vous avez plein de stratégies différentes. C'est la complexité aussi de la gestion de la synchro. Et donc, ce service worker, c'est un morceau de JavaScript. Donc, comme son nom l'indique, c'est un worker, donc il n'a pas accès au DOM. Donc, c'est du pur JavaScript qui a pour rôle vraiment de gérer le cache. Et c'est vraiment la pièce maîtresse de la PWA. C'est ce qui vous permet d'avoir une expérience déjà offline fonctionnelle. Ça améliore également globalement les performances. Alors, ma démo, elle est super bête. Alors, je ne peux pas faire une démo d'offline en étant en Teams, sinon vous n'allez plus me voir. En fait, c'est un peu bête. Donc, à nouveau, là, je vais relancer l'application depuis mon téléphone, qui est un Samsung S8. Là, je passe en mode Airplane, donc j'ai plus de connectivité réseau. Et je vais cliquer sur mon icône. Là, je relance plutôt le navigateur et sur la même URL. Et ce qu'on voit, c'est que le jeu continue de fonctionner. En fait, la façon dont j'ai fonctionné sur ce jeu, c'est que j'utilise à la fois le cache du service worker et IndexedDB, qui est une base de données standardisée dans le navigateur pour une partie de mes assets de jeu. Et donc là, j'ai la même expérience que si j'avais une application native d'un store, c'est que même si je n'ai pas de connectivité, comme là, dans le cas d'un jeu, en plus, c'est simple, toutes les ressources une fois qu'elles sont côté client, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc, ça marche très bien dans ce scénario-là. Alors, moi, je travaillais beaucoup avec des grands comptes chez Microsoft. Donc, je travaille avec Twitter, Pinterest, Facebook, etc. Donc, ils utilisent vraiment les dernières technos. Twitter, en fait, au début, ils appelaient ça Twitter Lite. Ils avaient commencé par tester la version PWA. Ils voyaient ils amélioraient globalement l'expérience des gens, principalement grâce au service worker, puisque non seulement ça permet de supporter l'offline, mais ça permet aussi plutôt de tout le temps solliciter le serveur, d'utiliser des ressources qui n'auraient pas changé en local dans le cache. Donc, ça permet vraiment d'avoir une expérience plus rapide.
Et ils ont fini par le pousser dans pas mal de situations. Et dans notre store, c'est la version PWA qui est dans notre store. Nous, on a un outil qui s'appelle PWA Builder, dont je m'occupe. Donc, c'est moi le lead du projet maintenant. Et il vous aide vraiment à faire ce que les 3 piliers principaux, à vous donner des conseils. Dans un premier temps, il va analyser votre site. Il va vous dire si votre manifeste est bon, s'il y a un souci. Vous pouvez aller voir le manifeste et aller l'éditer. Mettre des images, parce que ça, c'est super chiant à faire. Il y a plein de formats d'images à faire. Donc, vous pouvez uploader une image et on va vous générer toutes les images et on va vous permettre de les télécharger. Dans les settings, vous allez justement préciser si vous voulez une orientation particulière ou pas, celle que je vais vous montrer tout à l'heure. Et aussi, on a les service workers. Et ça, on a mis à jour récemment PWA Builder. On travaille avec Google qui propose un service qui est top qui s'appelle Workbox. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui simplifie énormément les service workers parce que sur le papier, ça a l'air cool, les service workers, mais ce n'est pas si simple que ça de gérer les différentes stratégies de cache. Ça peut être vite verbeux. Et cet outil permet vraiment de mettre en place des systèmes de route, propose pas mal d'exemples de gestion de service worker. Donc, nous, on l'a intégré directement dans PWA Builder. Et la dernière partie, c'est qu'on peut viser les stores. Donc là, on est assez content. On a aussi bossé avec Google. Je passe pas mal de temps avec les copains de Google en ce moment pour pouvoir vous permettre d'automatiquement générer un APK signé que vous allez pouvoir envoyer dans le Google Play Store. Donc, depuis ici, vous pouvez récupérer juste la version pure web. Si vous voulez récupérer le manifeste que vous avez éventuellement fait sur notre site, récupérer des icônes, etc., vous allez récupérer des ressources. Allez sur le Microsoft Store. Donc, pour l'instant, ça utilise toujours l'ancienne version des PWA, c'est-à-dire que ça utilise l'ancien moteur de Edge qu'on appelait Spartan. On travaille à avoir une version avec le dernier Edge avec Chromium. macOS, on avait iOS, mais il faut que je discute avec Apple. Ce n'est pas du tout clair leur politique de support des web apps. Donc, comme ce n'était pas clair, je l'ai retiré pour l'instant. Et on a travaillé avec Samsung, qui est également un store, et ils appellent les développeurs web à soumettre des PWA. Bon, eux, leur intérêt, il est clair, c'est que plus ils auront de d'app aussi sur un store qui n'est pas dépendant de Google, plus ils seront contents. Donc, on voit pas mal de gens qui travaillent avec nous là-dessus. Et à la fin, on est en train de mettre à jour des différents composants, dont celui-là, on est assez content. En fait, on trouve que l'expérience d'installation, pour l'instant, n'est pas super sur desktop. Donc, on a fait un petit web component qui vous permet en fait, d'améliorer l'expérience d'installation. Et on travaille en fait avec les éditeurs de navigateurs pour les influencer pour améliorer cette partie-là. Donc voilà, démo rapide. Oui, excuse-moi. Oui, juste un truc, quand tu parles là, de les publier sur les stores, par exemple pour les publier sur les stores d'Android, moi il y a un truc qui m'interpelle. Donc l'idée c'est de créer un APK. L'APK, lui, c'est juste une WebView qui va aller attaquer ton site. Alors il y a plusieurs, c'est une bonne question. Donc là, j'ai des screenshots. Alors moi, je l'ai publié dans le Google Play Store. David Catu, qui est un bon copain que vous devez connaître aussi, c'est le choix qu'il a fait également en utilisant nos outils. Twitter, ils l'ont publié avec le store. Dans le cas de Microsoft, c'est une WebView plein écran qui a des accès spécifiques aujourd'hui, mais qui les aura pu pour accéder à WinRT. Avant, dans Android, ce que tu faisais, c'est que tu prenais une WebView également, que tu mettais plein écran, où tu utilisais Cordova, qui permettait d'avoir un bridge pour le faire. Ils ont basculé sur une autre approche, et c'est ce qu'on fait avec les APK signés, qui est assez intéressant, qui s'appelle TWA, pour Trusted Web Activities. Et en gros, ils répliquent ce que l'on fait lorsque j'ai fait Add to Offscreen au démarrage sur mon Android. Ils veulent permettre directement de générer cette même expérience depuis le store, plutôt que c'est un problème de discoverability en fait. On a pas mal de clients qui nous disent c'est sympa les PWA, mais mes utilisateurs ils sont tellement habitués d'aller sur les stores que je veux avoir la possibilité qu'ils découvrent ma PWA sur mon store aussi. Donc en fait, il faut juste packager du coup quelque part à travers une WebView, certes. Alors c'est un peu mieux qu'une WebView dans le cas de TWA, c'est que tu es obligé de… N'importe qui pourrait prendre ta PWA, par exemple Richard, et la publier sur le Google Store en disant que c'est sa PWA. Et donc, du coup, c'est un peu embêtant. Donc, il faut prouver que tu es le owner, quelque part, de ce site web. La manière dont de le faire, c'est que tu vas prendre une clé qui est générée justement pendant la phase de signature et que tu vas mettre un fichier à la racine de ton site web pour que quand l'utilisateur il installe depuis le Play Store ta PWA, elle va se lancer, elle va aller voir que tu as bien mis cette clé qui correspond à l'APK qui est dans le store. Si ça match, ça veut dire que c'était bien l'honneur des deux. Et dans ces cas-là, tu auras l'expérience où tu ne verras pas le navigateur se lancer. Tu auras vraiment l'impression que c'est une application plein écran, comme sur les screenshots qu'on voit de l'application de David.
Donc, en fait, oui. Vas-y. Oui, non, la question qui m'interpellait, c'est que moi j'ai une application là qui est utilisée par pas mal de gens en PWA. Je ne l'ai pas publiée sur aucun des stores, donc bon, ils l'installent avec leur navigateur. Quand il y a les mises à jour, tout va bien. Mais la question que je me posais, c'est justement, imaginons que je publie mon application qui est gentille, qui s'occupe du tennis sur le Play Store, donc elle va être référencée en tant qu'application pour le tennis, etc. Rien ne m'empêche, une semaine après, de la changer complètement, de la faire parler de foot ou la faire parler de tout à fait autre chose, quoi. Ouais, bien sûr. Et elle sera toujours référencée sur les stores. Il n'y a pas de vérification par là. Si, il y a des vérifications. Nous, on fait des vérifications manuelles régulières. Pareil pour les autres stores. Bon, ensuite, c'est comme un site web. Hein, c'est les gens, s'ils ont l'habitude d'aller sur son site web et ils te font confiance pour que tu parles de tennis, et d'un seul coup, tu te mets à parler de foot, bon, bah, ils vont partir. Ce qui est plus embêtant, c'est si tu mets du contenu qui est pas sympa, parce qu'il y a un rating. Typiquement, moi, mon jeu, je l'ai mis PEGI 3, donc ça veut dire que même un enfant de 3 ans peut jouer. Si je mets du contenu porno à la place, oui, c'est problématique. Donc, ça reste un des problèmes qui reste à gérer. Il y a une vérification régulière qui est faite pour voir qu'il n'y a pas un changement de contenu. J'imagine qu'il y a des robots qui vérifient aussi que le site n'a pas complètement changé, tu vois. Ça peut être possible côté back-end. Mais l'idée, c'est plutôt d'aider à la découverte de ton site. Ça reste un site web. Donc, un site web, tu as tout loisir de le mettre à jour. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est que tu as la première phase de validation dans le store qui a pris presque 5 jours dans le cadre du Play Store, un truc assez classique, pareil chez nous. Et une fois que c'est fait, tu n'as plus qu'à mettre à jour ta PWA sur ton serveur, quoi, parce que c'est une web app au final. Ouais. Donc, ce qui est bien pour une PWA, j'avais fait un comparatif de toutes les technos sur mon blog, ça s'en est issu. J'avais parlé d'Electron, de tout ce qui est React Native, tous ces trucs-là. Tu mets à jour sur ton serveur web, c'est le même code partout, c'est du vrai cross-platform, donc ça tourne partout aujourd'hui. Un PWA, tous les navigateurs le supportent parfaitement. Vous utilisez le framework qui vous fait le plus plaisir, Angular, Vue, React, votre propre framework, TypeScript, JavaScript, on s'en fiche. C'est la plus grosse audience possible aujourd'hui, le web. Vous avez le Search Engine Optimization, du SEO, donc vous pouvez être facilement trouvé par Google ou Bing. Les inconvénients, vous avez souvent la même UI UX sur toutes les plateformes, donc vous ne pouvez pas forcément différencier votre UI. C'est possible, mais c'est un peu casse-pied à faire et ce n'est pas vraiment la cible si vous êtes sur iOS. Et vous n'avez pas toujours accès à toute la plateforme. Et c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a un truc qui s'appelle Project Fugu, sur lequel on travaille beaucoup, où on essaye justement d'étendre la plateforme web à de plus en plus de trucs qui étaient spécifiques aux natifs. Donc, il y a le Bluetooth qui arrive, l'USB, donc NFC, tout ça, ça marche dans les dernières versions de Edge ou Chrome. On peut accéder à du Bluetooth. On est en train de travailler à accéder au File API. C'est beaucoup de choses, beaucoup de partenaires nous le demandent. Et nous aussi, Office travaille beaucoup à faire des PWA, nous le demandent beaucoup. Et le support dual screen, moi je suis en train de m'amuser à faire ça, donc je vais mettre à jour PWA Builder là, cette semaine pour supporter le dual screen. C'est super simple de faire une PWA qui marche sur du dual screen parce que c'est une forme de responsive en fait. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec un contrôle spécifique pour le mettre à jour. Voilà, j'ai essayé de... Le dual screen, tu peux définir, cibler un des écrans. Oui, en fait, tu as une spécification qu'on est en train de créer qui est implémentée par la dernière version de Edge sous un flag sur l'émulateur Neo, là qu'on voit à gauche. En gros, qui permettent de te dire la taille de l'écran de gauche, la taille de l'écran de droite, la marge entre les deux, puisque potentiellement tous les écrans n'auront pas la même marge et peut-être que c'est important pour que tu le prennes en compte. Cette spécification, on l'a fait au niveau du projet Chromium pour que à la fois Edge, Windows l'ait, mais Edge sur Android pour le Duo l'ait également, mais également Chrome tout court ou n'importe quel navigateur basé sur Chromium. Et tu peux ensuite, donc ça c'est par CSS et par JavaScript, tu peux avoir les mêmes informations. Tu peux savoir quelle est la taille de l'écran de gauche, quelle est la taille de l'écran de droite, si jamais tu as besoin de faire des trucs par code et que CSS ne te permet pas de faire exactement ce que tu souhaites faire. Voilà, donc j'ai dépassé mon quota, j'avais 10-15 minutes. Donc, mais il y a eu déjà des questions en cours de route.
Et je reviens sur. Non, tu as déjà parlé, Richard. Je reviens sur le site pwabuilder.com. Ouais. Je ne le connaissais pas, je t'avoue. Peut-être ça fait longtemps que vous l'avez, mais j'ai jamais été voir et j'ai été mettre mon application là. Je suis super content, je suis à 95%. Mais en gros, moi j'utilisais avant, j'avais un peu galéré, j'avais utilisé Workbox, c'est Google, il me semble, derrière. Ouais. J'en ai un peu chié dans une application Blazor. Tout au départ, en WebAssembly, ça marche très bien. J'ai juste un problème de stratégie, c'est-à-dire que j'arrive plus à mettre à jour mon app. Donc là, j'ai vraiment merdé au niveau de la stratégie. Tu sais, va vérifier s'il n'y a pas une mise à jour avant. Et donc là, en fait, mes clients, les utilisateurs, ils sont jamais à jour. Du coup, c'est con. On a fait un truc. On a fait un truc en plus. Tu vas corriger, en fait. Tu vas proposer des trucs qui vont pas. Sur le service worker, non, c'est trop compliqué d'aller analyser le service worker. Nous, on donne que des bootstraps. Ensuite, pour être honnête, j'essaie de beaucoup réfléchir s'il y avait un moyen d'automatiser tout ça. À un moment donné, il faut. C'est le rôle du développeur de prendre le contrôle de tout ça. Et tout ce qu'on a fait, en fait, c'est on donne des cookbooks, des trucs de démarrage, et on donne un composant PWA parce qu'on voulait aider aussi Projet Workbox, pas juste à prendre ce qu'il faisait et le mettre sur PW Builder. On a fait un petit composant Web Component qui te donne en bas à droite, en fait, des petits pop-up pour savoir, voilà, il y a une nouvelle version disponible du site pour que tu puisses, tu sais, si tu as joué un peu avec le service worker, en fait, il va télécharger la dernière version de ton code client, mais il faut faire un refresh avant qu'il le réutilise. Donc, pour notifier un peu les gens de ce qu'il y a dedans. Et puis, j'ai vu certaines PWA, notamment celles de David Catu, qui sont super bien faites en général. Tu as souvent un truc qui est les dernières nouveautés pour prévenir l'utilisateur il y a une mise à jour, mais qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on pense l'intégrer aussi peut-être dans ce genre de petits composants pour t'aider dans ton cas à pas te prendre la tête avec ça. Tu définis un petit endroit, les nouveautés, et automatiquement, notre composant va notifier l'utilisateur qu'il y a une nouvelle version. Sachant que ce n'est pas forcément clair aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on lutte un petit peu pour faire comprendre aux utilisateurs que c'est une app qui tourne dans le navigateur et qu'eux, ils ont l'habitude d'un site web classique. Déjà, le simple fait de pouvoir l'installer ou l'ouvrir comme ça depuis le navigateur, je trouve que l'expérience, elle est pour l'instant pourrie, quoi. Savoir que tu peux cliquer ici dans un petit plus, je ne sais pas si j'ai... Là, je l'ai là. Savoir que je peux cliquer sur un petit plus pour installer mon site. Ouais. Personne n'est au courant de ce truc-là. Donc, on est en train de bosser à améliorer cette phase-là. C'est pour ça que on a un web component pour le faire. Et pour répondre sur ta question sur le service worker, tous les gens qui débutent, ils galèrent avec ça. C'est la partie la plus complexe des PWA et c'est assez logique. Mais tu peux, moi je suis un peu gros bourrin, c'est-à-dire que quand la première fois qu'ils vont sur le site, il y a un gros bouton dans l'application en disant, parce que tu peux tester si l'application est installée ou pas. Donc si elle n'est pas installée, il y a le gros bouton qui apparaît et qui dit cliquez dessus pour l'installer. Et j'avouerais que dès que je fais une mise à jour, moi la mise à jour, je demande même pas à l'utilisateur ce qu'il veut faire la mise à jour, je la fais automatiquement. Et il y a effectivement ces petites puces qui indiquent tiens, il y a des nouveautés, allez voir. Et ça marche très bien. Moi, il y a à peu près à chaque fois que je fais une mise à jour j'ai à peu près 200 000 clients. Sur les 200 000 clients, en 24 heures, j'ai 99% des utilisateurs qui sont à jour, quoi. C'est pas plus mal. Sur un mobile, cependant, c'est mieux que sur le PC, puisque le mobile, tu as le pop-up automatique. En tout cas, sur Edge, sur Android. Sur Android, ouais. Ouais, pour automatique. Ouais. Donc là, c'est carrément, c'est super intuitif. Autre chose, tu as travaillé avec ASP pour Blazor PWA qui va bientôt arriver? Non, je travaille pas du tout avec cette équipe-là. Moi, je regarde pas du tout le projet Blazor. Tu n'as pas été voir? J'ai regardé un peu. Moi, j'aime pas trop l'approche, donc c'est que ça me rappelle. Et on va passer à la suite, du coup, je propose. Mais je peux comprendre que ça peut viser un public particulier, mais moi, tous ceux avec qui je travaille, c'est ce qu'on appelle des pure web players. Donc, en fait, ils maîtrisent les standards du web depuis longtemps et
Déjà, WebAssembly, je l'aime en partie parce que j'aime bien. C'est une boîte noire. Ça me rappelle un peu le concept des plugins. À bout d'un moment, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Donc, WebAssembly est très bien quand il y a une base de code C ou C++ existante que tu n'as pas envie de te taper. Et en plus, ça a des perfs qui sont très, très bonnes, effectivement. Tout faire avec ça, j'ai plein d'interrogations, l'accessibilité, la maintenance sur long terme, le support sur long terme. On a fait pas mal d'erreurs. Moi, j'étais évangéliste Silverlight, hein, donc j'ai pas forcément bien vécu cette période quand on a arrêté tout ça. Parier au maximum sur les standards du web, ça me paraît plus sûr que sur un projet aussi cool soit-il fait par Microsoft. C'est mon point de vue. Moi, j'avais juste une petite question technique là. Parce que dans mon labo, on avait un mec, bon, il est pas technique, hein, c'est un enseignant de l'anglais pour les étudiants japonais. Et il est en doctorat, il voulait faire une PWA, une application qui enregistre de l'audio, etc. Et donc moi, j'avais fait des petites recherches et de ce que j'avais vu, sur iOS, on avait une limitation de 5 mégas sur le stockage, je ne sais plus, local ou quelque chose comme ça. Ouais, donc 5 mégas pour de l'audio, ça me paraissait super léger en fait. Oui, alors c'est le système de quotas, ça a évolué sur certaines plateformes et ça reste parmi les problèmes qu'on bosse avec Spotify, Netflix, ça fait partie des partenaires avec qui on bosse aussi, qui regardent aussi PWA. Ils sont vraiment intéressés par faire le plus de web possible. On a le problème, c'est des apps très spécifiques où il y a beaucoup de contenu, parce qu'aujourd'hui, on évite qu'une app web puisse saturer le disque, hein, forcément, parce que ça pose des problèmes. Donc, on a des systèmes de quotas. Et les quotas ont été imaginés à une époque où, comme tu dis, 5 mégas, on va pas aller bien loin avec ça. Donc, on envisage en fait d'étendre une PWA que tu pourrais installer, en fait, ou de demander à travers le manifeste ou les files API de dire, voilà, cette app, par défaut, elle a 5 mégas. Si vous avez besoin d'aller plus loin, est-ce que vous autorisez cette web app à aller plus loin que le quota? Donc, ça fait partie des pistes de recherche qu'on a. Ça commence à fonctionner pas mal sur presque des trucs qui sont en prod aujourd'hui. Mais effectivement, les PWA ne peuvent pas se substituer de toute façon aujourd'hui à tous les besoins. Il y a des cas où c'est bête, hein, parce que peut-être que pour le reste, la PWA faisait le job, mais peut-être que le quota va bloquer l'usage de son app. Ouais, non, mais c'est ce que je pensais, mais voilà, je sais pas, il avait dû entendre parler des PWA en buzzword, donc le gars était focus sur la solution technique. J'ai dû lui dire que ça allait pas en fait. Ok. Faut jamais oublier que c'est qu'une web application, hein, PWA, et que PWA c'est un terme marketing sexy, mais les gens au début pensaient que c'était carrément une nouvelle techno. Non, c'est une web app. Donc. Ouais, c'est ça. Et le problème chez les gens qui ont pas le niveau technique, c'est qu'ils font pas le distinguo en fait. Et après, il y avait une question de coût aussi. Moi, je lui ai dit, fais attention. Alors, c'est un Américain, donc pour les Américains, c'est on pose des sous sur la table et l'application, 3 semaines après, elle est là, tu vois. Donc, bon, déjà, j'ai expliqué qu'en 3 jours, ça allait pas être fait, même s'il posait ses 5000 boules. Mais ouais, du coup, je me demandais juste encore une fois, en PWA versus, par exemple, une application native, est-ce qu'il y a des benchmarks au niveau des coûts? Je pense que c'est assez similaire parce qu'en fait, ça dépend vraiment des skills des équipes. Aujourd'hui, on a pas mal d'outillages sur le web. On a la quasi-totalité des apps avec lesquelles je travaille, c'est du React. Même chez Microsoft, on est beaucoup sur du React, donc fait par Facebook. Le coût à l'entrée peut être cher si ton équipe ne connaît pas ces trucs-là. Ça peut être très compliqué de maîtriser les web components, le framework React, comprendre tout ce système de binding. Une équipe qui viendrait du monde natif, qui aurait déjà connu soit les concepts qui viennent de XAML ou de Android, franchement, souvent, la plupart du temps, c'est des blocages psychologiques. Oh mon Dieu, je vais faire du JavaScript, du web, je vais mourir. Et finalement, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent facilement s'adapter à ce truc-là et ils y prennent plaisir aussi, ça marche très bien. En termes de coûts, au final, c'est les mêmes genres d'équipes. Souvent, on va peut-être un peu plus loin sur du natif, sur de la Kali, sur iOS notamment. Le projet que je suis, c'est cross-platform au max avec du web. iOS, c'est une cible très particulière. Les utilisateurs sont beaucoup plus attentifs, on va dire, à la qualité.
Mais bon, c'est pour ça aussi qu'ils dépensent de l'argent plus sur leur téléphone qu'un Android. Et souvent, les éditeurs préfèrent rester sur du natif et ça leur coûte cher du coup, parce qu'ils auraient bien aimé avoir que du web quand c'est possible. Ok, merci pour tes réponses. C'est aussi juste, c'est intéressant sur le truc iOS, parce que nous, au Japon, on est à 50% de part de marché iOS, donc en fait, on fait attention à ça, quoi. Ok. Ok, écoute, merci David. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions, je vous invite à continuer sur le Slack, dans la catégorie Meetup pour discuter de tout ça. On va aborder, puisqu'il nous reste que 10 minutes, le dernier sujet, et c'est Christophe qui va introduire le sujet. Alors justement, on en parlait comme ça ici et là sur le Slack à propos du WP, et on voulait savoir un peu ce que vous en pensez, parce que concernant les applications desktop, en .NET en tout cas, on a le choix de créer des applications WinForm, WPF par exemple, et UWP. Alors pour rappel, UWP c'est toujours plateforme de Windows universelle. Alors universelle, ça va être pour cibler les devices IoT, les PC, les Xbox, HoloLens, Surface Hub si on veut, etc. Etc. Enfin bref. Cependant, pour déployer une application UWP, il fallait passer par le store. Alors être tributaire d'un store, ça freinait certains. Mi-2019, il y a eu l'évolution du package d'installation MSI qui est passé en MSI X et qui permet d'après, quelque part, d'installer librement ce type d'application. Bon, quand on a un peu fait du WPF et qu'on regarde un peu UWP, parfois, au niveau XAML, c'est vrai que c'est quand même mieux. Certains, moi j'aime bien aussi, mais bon, à suivre. Est-ce que c'est suffisant pour que vous l'utiliseriez? Qu'utilisez-vous si on vous demande de faire une application desktop, et que pensez-vous du WP? A-t-il un avenir chez vous? Voilà, la question est ouverte. Merci beaucoup. Alors du coup, si nous placions... Moi, je ne m'exprimerai pas sur la question. Nous, ça fait déjà un bout de temps qu'on ne l'utilise plus. C'est-à-dire, on avait commencé des projets avec UWP, et après, surtout au début déjà, les limitations qu'il y avait quand on faisait les développements, oui, c'était cool, mais on est plus sur des applications à la limite, soit WPF, même si UWP a bien évolué maintenant, ou maintenant quasiment toujours sur des applications type web, pas encore chez nous PWA, mais en tout cas des applications web et accessibles en online, en direct, quoi. Donc, maintenant, je ne sais pas, qui parmi l'audience fait des applications UWP, pour quelle raison? Mais alors, qu'est-ce que vous faites en desktop? WPF. Du WPF. Mais il faut être honnête, du desktop, on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. C'est mort le desktop. Non, c'est pas mort. Vous avez des tools à faire? Ça dépend. Parfois, j'ai des tools à faire. Moi, je l'ai fait en .NET Core Tool. D'accord. Mais l'avantage du desktop, parce qu'on nous, on est en train d'avoir cette discussion-là pour une prochaine application, moi, je suis toujours effaré, c'est du temps de développement qu'on a, surtout pour l'aspect graphique maintenant, par rapport à ce qu'on faisait avant, quoi. J'exagère un peu, mais je prenais du WinForm d'il y a 10 ans, j'en ai refait ici juste pour tester une application, mais juste pour un truc pour nous en interne, donc un truc vraiment d'un tools, quoi. Mais on développe à une vitesse l'interface graphique, alors que faire du web, on est parti sur 2-3 fois le temps, parce qu'on n'a pas les raccourcis clavier, on n'a pas les menus, on n'a pas, même si on prend des frameworks, il y a plein de choses à devoir développer en plus. Alors oui, c'est joli à la fin, mais on a mis un temps fou à développer ça, alors que je prends du WinForms ou du WPF, je fais clic, clic, clic. Déjà, j'ai l'interface graphique pour le faire, un designer pour le faire, et ça, je trouve que ça aide énormément. Ça, c'est mon avis. Après, côté desktop, l'un des principaux soucis, c'est la mise à jour des applications. Oui et non. Il y a des outils. Par exemple, ici, nous, on a une application qu'on déploie et qu'on met à jour avec ClickOnce. C'est un vieux truc, mais ça marche nickel. Oui, mais ClickOnce, c'est le problème. Je suis dans Visual Studio 2019, je cherche, je ne trouve pas. Ils l'ont enlevé? Si. Moi, j'ai toujours ClickOnce. Justement, je me posais la question tout à l'heure. J'ai 2-3 plugins en WPF que je déploie avec ClickOnce. On me dit que c'est une option dans le chat. Ah. En tout cas, moi, j'ai un projet, mais c'est un vieux projet que j'ai ouvert avec Visual Studio 2019. Il est toujours là. Alors après, est-ce que du coup, c'est une option ou pas? Mais l'option, elle est là. Alors, je pensais qu'il fallait réinstaller un vieux Visual Studio à un moment donné. Ah non.
Ça, c'est par exemple l'une des raisons pour lesquelles on peut choisir du UWP au lieu de WPF. Parce que la mise à jour, elle passe automatiquement par le store. Oui, mais alors pour une application entreprise. Le store entreprise. On va essayer. Mais c'est marrant, en fait, toutes vos discussions, on les a eues depuis longtemps chez Microsoft. Hein. Alors moi, je suis pro web, hein, donc ça fait longtemps que j'ai lâché XAML. Mais dans mon équipe, il y a beaucoup de développement XAML. Dans mon équipe, ils s'occupent notamment des qu'on appelle Essential Apps. Donc c'est Media Player, le Media Player, Notepad. On a Notepad chez nous, Calc, XAML, C++. Et en fait, David, quand il avait pris le projet qui s'appelle le Toolkit aujourd'hui, on avait fait ce constat, ce que tu dis à juste titre, Denis, c'est WinForm. Franchement, en termes de productivité, c'est difficile de faire mieux, quoi, hein. Moi, ensuite, quand j'ai découvert WPF, je pense qu'on a tous pris cher avec WPF. Alors, c'était une Rolls-Royce technologique, XAML, c'est merveilleux. Mais le temps de productivité a pris cher. Donc, ça dépend toujours du type d'app que tu veux faire. Si WinForm te permet toujours de faire ce que tu veux et te convient parfaitement, franchement, pourquoi se prendre la tête à faire tellement mieux? WPF permettait quand même de faire des applications, on va dire, nettement plus avancées en termes d'UX et avait aussi des perfs intéressantes des fois sur l'accélération de DirectX, mais globalement, WinForm quand même allait beaucoup plus vite, souvent. Et David avait voulu faire ce toolkit pour faire prendre conscience aux équipes aussi de Windows. On a plein de retours des gens qui disent c'est peut-être bien votre techno. Alors, je parle de XAML d'une manière générale, parce que WP, c'est une branche à part, mais il faut quand même des toolkits, des accélérateurs. Ensuite, UWP, on n'a plus de téléphone, donc on se retrouve un peu comme des cons. C'est universel sur Windows, Xbox. Ouais, donc j'imagine la plupart d'entre vous, Xbox, vous en fichez un petit peu. Donc ça devient Windows. HoloLens, j'imagine que la plupart d'entre vous vous en fichez aussi. donc ça reste que Windows Desktop. Donc en fait, c'est là où il y a eu le projet de XAML Island de se dire les gens, ils sont toujours sur WPF pour plein de bonnes raisons. Il y a des choses bien chez UWP. Et si on mélangeait tout ça, et si on de résoudre aussi ce problème d'installation, à forcer les gens à passer à travers le store, et laissons les gens faire leur choix, quoi. Donc, on verra. Si vous aviez invité Rudy, il allait vous dire, il n'a pas été content qu'on ose poser cette question, est-ce que UWP est mort? Parce qu'on ne l'a pas invité. Ouais. Ils sont encore deux à utiliser WP, je crois. Ils sont deux. Nous, on a toujours du dev WP chez nous, mais parce qu'on est une équipe très spécifique et on vise des nouveaux périphériques. Hein. Ensuite, oui, je vois qu'il y a WinUI dont tu parles, Christophe, qui arrive, qui va permettre de résoudre un problème qui était, en plus, ce qui était chiant avec UWP, c'est que tu étais bloqué sur une version spécifique de l'OS et du SDK. Donc ça va être résolu en grande partie avec WinUI 3, qui permettra de redescendre jusqu'à RS4, donc Redstone 4, donc je ne sais pas le numéro de build, mais parce que nous, on a ce problème-là aussi, c'est qu'on a des applications à maintenir et qu'on ne pouvait pas se permettre de casser, parce que tous nos utilisateurs n'upgradent pas sur la dernière version de Windows, donc on ne pouvait pas casser en fait la compatibilité. Donc UWP, nous on a pris des trucs dans le monde du web venant un peu du monde de XAML, globalement les pointer events, ils ont pris le côté responsive, ils ont mis vachement de temps à s'adapter sur le côté responsive. Je pense que aujourd'hui, moi quand je vois des équipes, alors j'ai un biais, hein, mais c'est beaucoup de stack, on va dire, web. Donc, d'abord, est-ce que je peux le faire tout en PWA? Sinon, est-ce que je peux faire avec du React Native ou des trucs comme ça? Et le natif, on va le voir vraiment si j'ai un cas bloquant, c'est, je sais pas moi, un truc, j'ai besoin du maximum de perf, j'ai besoin de faire un jeu vidéo, un truc comme ça, il vaut mieux le faire peut-être en C++ ou natif, ou à cause de lui, là, de truc avec la pomme, quoi. On peut faire des bons trucs en web sur la pomme, mais les stores le bloquent. Donc, c'est vrai que c'est devenu compliqué aujourd'hui de faire son choix, mais il y a plein de choix disponibles. Donc, ça change de l'époque Microsoft où il y avait une seule stack, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, il y a le choix. Pour le dev, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut suivre un peu sur les différents frameworks et se mettre à jour de manière permanente. Ensuite, je ne me prononcerai pas sur si UWP est mort ou pas. J'ai une opinion, mais comme ça enregistré.
Chacun la sienne. Ok, bon, bah écoutez, il est 58, donc ça va être l'heure de se quitter. Je vous invite à nous retrouver sur le Slack, là, toujours dans le canal Meetup, là, pour suggérer des nouveaux sujets pour la semaine prochaine. Et puis, écoutez, portez-vous bien, restez chez vous, soyez en pleine forme. Je pense que c'est l'heure de l'apéro un petit peu pour tout le monde. Et écoutez, à la semaine prochaine. Ciao. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde. Salut. Bye. Salut. Ciao.